Radio-Canada. Des ailes pour la francophonie. Super. Merci, Laura, d'avoir partagé la vidéo. Pendant que les gens terminent de se connecter, en fait, je vais commencer. En fait, il est le midi une, donc c'est l'heure de commencer cette troisième finale de ma thèse en 180 secondes dans l'Ouest. Donc, bonjour tout le monde. Moi, je m'appelle Laurence Gagnon. Je travaille au Bureau des affaires francophones et francophiles à l'Université Simon Fraser. Puis, en fait, avant de commencer l'événement, je voulais faire une reconnaissance des terres. Donc, c'est toujours important pour le comité organisateur de reconnaître que nous respectons les histoires, les langues et les cultures des Premières Nations, des Métis, des Inuits et de tous les peuples autochtones du Canada, dont la présence continue d'enrichir notre communauté si vivante. Moi, personnellement, aujourd'hui, je suis connectée de l'Université Simon Fraser sur les territoires non cédés et traditionnels des peuples salish du littoral, les nations Squamish, Tsleil-Waututh, Musqueam et Stolo. Évidemment, là, on vient de le voir dans le chat, on est tous connectés d'endroits différents. Donc, on est dans un format qui est multi-territoire. Donc, je vous invite en fait à prendre connaissance des terres sur lesquelles vous êtes situés, puis de faire ce travail-là de reconnaissance par rapport à ces territoires-là qui sont non cédés. Donc, toujours dans un effort de renouveler notre engagement envers la réconciliation. Donc, sans plus tarder, je vais céder la parole à notre animatrice aujourd'hui, Julie Carpentier, que vous connaissez peut-être comme chef d'antenne du téléjournal Colombie-Britannique à ici Radio-Canada Télé. Donc, Julie, merci beaucoup d'être notre animatrice aujourd'hui, puis je te cède la parole pour cette finale. Merci Laurence, c'est vraiment un plaisir pour moi d'animer cette troisième édition de la finale de l'Ouest de ma thèse en 180 secondes. Je vous salue tous et toutes, bien sûr, nos 6 participants d'aujourd'hui et tous les gens qui se sont joints à nous d'est en ouest du pays. Il y a des gens du Nouveau-Brunswick, du Québec, de la Saskatchewan, de l'Alberta, de la Colombie-Britannique et probablement d'autres provinces aussi. On a même quelqu'un qui nous regarde de France en ce moment. C'est un concours qui est présenté par l'ACFAS, l'Association francophone pour le savoir. C'est un concours qui se tient dans une vingtaine d'universités à travers le pays et ça permet à des étudiantes et des étudiants de la maîtrise et du doctorat de présenter leur sujet de recherche en des termes simples, en un large auditoire. En fait, le but du jeu, en 3 minutes, les participantes doivent présenter un exposé clair, concis et convaincant de leur projet de recherche. Et croyez-moi, ça demande beaucoup de travail d'arriver à faire court. C'est long, faire court. Ma thèse en 180 secondes, c'est une occasion vraiment unique pour les participantes de parfaire leur aptitude en communication et ça leur donne la possibilité de diffuser leurs recherches dans l'espace public, tout cela en français. Et les sujets qui seront présentés aujourd'hui sont riches, variés. Il sera question de santé, d'alimentation, d'animaux sauvages, d'identité francophone et d'identité métisse. Quel beau témoignage de l'effervescence de la recherche dans l'Ouest canadien. Cette finale de l'Ouest est co-organisée par l'ACFAS Alberta, l'Université Simon Fraser, l'Université de la Colombie-Britannique et l'Université de Victoria. C'est un événement qui va durer environ 1h30. Ça se déroule en 3 parties. D'abord, on va écouter les présentations de nos candidates à la maîtrise. On enchaînera ensuite avec les présentations des candidates au doctorat. Puis, le jury aura 20 minutes pour délibérer et choisir la gagnante dans chaque catégorie. Et nous allons clôturer l'événement avec la remise des prix par le jury. Nous avons aujourd'hui 6 candidates de 2 universités. Elles courent la chance de remporter 5 prix en argent qui sont remis par les membres du jury et par le public. Donc, je vous explique, le jury va remettre 4 prix. Le premier prix doctorat et le premier prix maîtrise d'une valeur de 700 $. Le deuxième prix doctorat et deuxième prix maîtrise, ces prix ont une valeur de 400 $. Et dans la catégorie doctorat, c'est important de souligner aussi que les 2 finalistes vont pouvoir se rendre à la finale canadienne. Leurs frais de déplacement, d'hébergement seront couverts et leur entrée aussi au congrès de l'ACFAS, l'Association francophone pour le savoir, c'est le plus grand congrès scientifique multidisciplinaire de la francophonie. Nous avons aussi, chers membres du public, vous avez un rôle à jouer parce que vous allez remettre un prix à une des 6 participantes et la récipiendaire du prix coup de cœur du public va recevoir
300 $. Une fois que vous aurez écouté les 6 présentations, nous vous invitons à voter pour votre candidate préférée. Vous aurez jusqu'à demain minuit pour voter par l'entremise de la plateforme qui sera partagée dans le clavardage par Laurence. Ce lien va aussi se retrouver sur le site de l'événement et sur les réseaux sociaux, là, que ce soit Facebook ou Instagram ou encore tous les sites là, de nos partenaires aujourd'hui. L'annonce pour le prix du public se fera vendredi à 14 h, heure de la Colombie-Britannique, 15 h, heure de l'Alberta et de la Saskatchewan. Donc, chères participantes, surveillez vos courriels et chers publics, restez informés grâce aux réseaux sociaux. Sans plus tarder, commençons par la présentation des candidates à la maîtrise. Donc, je veux quand même vous dire que par souci de neutralité, les participantes vont présenter leur thèse en ordre alphabétique. On commence aujourd'hui avec Mégane Beauséjour de l'Université de l'Alberta. Mégane est passionnée par la microbiologie alimentaire. Elle poursuit sa maîtrise en sciences des aliments à l'Université de l'Alberta sous la supervision du docteur Michael Genzel. Elle s'intéresse notamment aux interactions entre les bactéries lactiques et les levures lors de la formation des composés aromatiques dans les aliments fermentés. Dans chaque cas, je vais dire le titre du projet de recherche. Ça va leur faire gagner quelques secondes dans leur présentation. Donc, dans le cas de Mégane, le titre est « L'impact d'une co-culture de bactéries lactiques et de levures sur le profil aromatique des aliments fermentés ». Mégane, à toi la parole. Combien de fois avez-vous assisté à un tour de magie où votre réaction a été « Ah, refais, je veux comprendre comment t'as fait ». Eh bien, dans le cadre de ma maîtrise, c'est à mon tour d'essayer de démystifier la magie. Même pas n'importe laquelle, celle de la fermentation. Vous vous demandez peut-être, mais c'est quoi au juste la fermentation? C'est un processus naturel durant lequel de tout petits organismes, qu'on ne voit même pas à l'œil nu, comme des bactéries et des levures, vont transformer non pas des cartes en pigeons, mais plutôt du lait en fromage ou du jus de raisin en vin. On vous a sûrement déjà dit que les micro-organismes, ça pouvait être dangereux, mais ce n'est pas le cas de tous. En effet, pour certaines espèces, on les invite nous-mêmes dans nos cuisines pour nous aider à produire ces aliments tels que le pain, le yogourt, la bière et tellement plus encore. Lorsque les micro-organismes se retrouvent dans nos aliments, ils vont utiliser des nutriments comme des sucres ou des protéines et vont les transformer en d'autres molécules comme de l'alcool, des gaz, des composés aromatiques. Et là, parlons un peu de ces composés aromatiques. Ces molécules associées à la saveur des aliments. Celles qui vont donner la petite note de noix au fromage qui nous fait saliver ou au contraire un goût de gazon qui fait grimacer. Le type de composé aromatique, mais aussi la concentration à laquelle on les retrouve peut faire toute la différence. Parce que parfois trop, c'est comme pas assez. Plus tôt, je vous disais que j'essayais de démystifier la magie. En fait, j'essaie plutôt de comprendre un tour en particulier. Celui où les bactéries et les levures vont interagir pour moduler la production des arômes. Parce qu'on comprend déjà comment les bactéries et les levures, individuellement, peuvent produire des arômes. Mais on suspecte que leur mode d'action diffère lorsqu'ils se retrouvent ensemble. Maintenant, est-ce qu'ils vont s'aider? Est-ce qu'ils vont se nuire? Est-ce qu'ils vont produire plus de composés désirables ou plus de composés indésirables? Mon but est donc de comprendre, en testant différentes associations de bactéries et de levures, comment ils peuvent s'influencer l'un et l'autre et quels résultats plus précisément on peut s'attendre à obtenir dans nos aliments. Maintenant, je vous inviterai à penser à quelles raisons vous incite généralement à choisir un produit plutôt qu'un autre en épicerie. Je suis convaincue que vos papilles gustatives ont leur mot à dire. Donc, en choisissant mieux les souches destinées à fermenter nos aliments, on pourrait en améliorer la saveur, et ce, naturellement, pour faire plaisir à nos papilles. On pourrait également revaloriser des produits présentant des défauts sensoriels en utilisant les bactéries et les levures pour faire disparaître les molécules associées à ces défauts et les transformer en arômes plus agréables. Ça devient donc un outil pour lutter contre le gaspillage, mais ça ouvre également la porte à un monde de possibilités pour la création de nouveaux produits alimentaires. Donc finalement, mon projet, c'est d'utiliser une technique qui ne date pas d'hier, mais avec les connaissances d'aujourd'hui, pour que demain, vous puissiez vous régaler encore plus de ces produits naturellement savoureux, le tout grâce à la magie de la fermentation. Merci. Merci beaucoup, Mégane.
Si vous avez des questions, membres du public, je vous invite à les noter parce que pendant que le jury va délibérer, on aura l'occasion de poser des questions aux participantes. Passons maintenant à notre deuxième candidate à la maîtrise, Léa Kaplan, qui est étudiante en sciences de la santé communautaire au Cumming School of Medicine à l'Université de Calgary, sous la supervision du docteur Gilad Kaplan. Léa est passionnée par l'épidémiologie, l'étude des maladies chroniques telles que les maladies inflammatoires de l'intestin. Son but, c'est de trouver des manières d'aider et de donner une voix aux individus qui vivent avec ces maladies chroniques. Elle s'apprête à commencer ses études en médecine cet été. Le titre de son projet, Analyse longitudinale des activités et occupations présentes chez les individus vivant avec une maladie inflammatoire de l'intestin durant la pandémie de COVID-19 à Calgary, en Alberta. À toi, Léa. Lui, sur la diapositive, c'est mon ami Max. Et comme 300 000 autres Canadiens, il vit avec une maladie inflammatoire de l'intestin, ou une MII, qui sont des maladies chroniques permanentes qui touchent le système gastro-intestinal. Max prend un traitement qui supprime son système immunitaire afin de traiter son MII. Donc, il a peur d'attraper la COVID et ne quitte sa maison que lorsque c'est nécessaire. Au début de la crise sanitaire du COVID-19, les médecins de Max n'étaient pas sûrs de son risque d'attraper la COVID et de quel comportement était donc lié à un risque élevé. Donc, il y a beaucoup d'incertitudes sur les choix que Max devait faire quant à son mode de vie. Notre équipe de recherche souhaitait savoir comment les patients comme Max ont vécu la pandémie et s'ils ont eu des changements de comportement. Mais notre but le plus important est de savoir quels comportements sont associés au cas de COVID-19 et donc comment on peut protéger les gens comme mon ami Max. En créant des partenariats avec des gastro-entérologues, on a recruté des gens vivant avec une MII comme Max à Calgary. D'abord, on a étudié le dossier médical de Max afin de savoir s'il a testé positif pour la COVID. Et ensuite, on lui a fait un prélèvement sanguin afin d'essayer de détecter toute exposition à la COVID-19. Enfin, il a répondu à un questionnaire sur ses comportements et son métier durant la pandémie. Et on a demandé à Max la fréquence de ses sorties au restaurant, de la fréquence de l'exercice à l'extérieur ou à l'intérieur, etc. On a vu des changements de comportement et la fréquence de la plupart des comportements ont baissé durant la période de restriction en Alberta. On a aussi vu que les participants ont continué à fréquenter les magasins pour faire leurs courses, mais ont cependant fait recours à leur épicerie en ligne. Les participants ont aussi arrêté de faire du sport à l'intérieur aussi souvent et ont privilégié le sport à l'extérieur. De plus, on a constaté que le travail à temps plein ou à temps partiel était associé avec les infections de COVID-19. Et on a aussi vu que ceux qui mangeaient dans des restaurants souvent avaient plus de chances d'être infectés avec la COVID-19 comparé à ceux qui ne mangeaient pas dans des restaurants aussi souvent. Donc, les participants vivant avec une MII ont changé leur comportement et on a vu que certains comportements étaient associés avec les infections de COVID-19. Donc, Max sait que lorsqu'il prend son traitement, il devrait éviter les foules et devrait commander de la nourriture à emporter au lieu de fréquenter les restaurants bondés. Étant donné qu'un Canadien sur 150 souffre d'une MII, il est probable que vous connaissez quelqu'un, comme un ami, un collègue ou peut-être même un proche, qui va bénéficier de nos conclusions afin de mieux comprendre leur risque d'infection et de pouvoir se protéger. Merci beaucoup. Merci à toi, Léa. Passons maintenant à la troisième candidate à la maîtrise, Clara Davoine. Clara est étudiante à la maîtrise en études canadiennes interdisciplinaires au campus Saint-Jean, l'Université de l'Alberta, sous la supervision du docteur Valérie Lapointe-Gagnon. Elle s'intéresse aux études de langue, à l'histoire de la francophonie, à la conception de l'identité francophone en milieu minoritaire. Le titre de son projet, La fin de la survivance, l'identité franco-albertaine dans les années 1960. Clara, on t'écoute. Il y a très longtemps, dans une province pas si lointaine, au début du 20e siècle en Alberta, les Canadiens français sont un peuple de survivance, ou
Malgré les menaces qui viennent de tous les recoins, les lois francophobes, l'assimilation et l'anglo-domination, le peuple, la langue française et la religion catholique survivent. Mais tout bascule dans les années 60. Le conte de fées est terminé. Des événements politiques au Canada viennent chambouler les fondements identitaires et politiques du Canada français. Des événements tels que la commission Laurando-Dunton et les États généraux mettent en cause des réactions vives au Canada français, y compris en Alberta. Et grâce à des analyses de documents d'archives préliminaires, il est clair que l'identité canadienne-française en Alberta se renouvelle afin de survivre, mais de s'affranchir, que l'identité francophone en Alberta reflète une nouvelle réalité. Compte tenu de la popularité grandissante du bilinguisme et des questionnements vis-à-vis de l'importance majeure de la religion versus la langue dans l'identité francophone en Alberta. Mais cette histoire ne semble pas avoir encore été écrite et racontée. Et voilà le sujet et le but de ma recherche. Faire valoir l'histoire intellectuelle des transformations identitaires des francophones de l'Alberta au cours des années 60. Expliquer comment l'identité canadienne-française, qui avait l'accent sur la race et déterminée par la pratique, le culte catholique, donc la langue française, est graduellement laissée de côté pour une interprétation plus inclusive de la francophonie. Afin de laisser côté certains stéréotypes tels que la victime perpétuelle des anglophones. Car il est clair, je vais citer un document, une lettre, publiée en 1963, une communauté qui survit n'est pas une communauté qui s'épanouit. Merci. Merci à toi, Clara. Notre quatrième candidate à la maîtrise, Juliana Lasso-Mendez, est une étudiante de maîtrise en pédiatrie à l'Université d'Alberta. Pendant son baccalauréat en psychologie à l'Université McGill, elle a trouvé une passion pour le système cardiovasculaire. C'est pourquoi sa thèse de maîtrise est plutôt sous la supervision de la docteure Lisa Hornberger et de la docteure Margie Davenport. Elle se concentre donc sur la maladie du cœur pendant la grossesse, en espérant pouvoir aider cette population de femmes et leurs familles. Le titre de sa thèse, c'est le couplage ventriculo-artériel et sa contribution aux complications dans les grossesses affectées par la maladie de cœur. Juliana ne pouvait être présente aujourd'hui avec nous. Sa performance a été préenregistrée dans les mêmes conditions que la finale actuelle. Elle a donc eu droit à une seule prise. Merci de patienter juste quelques instants après et avant sa présentation parce que nous allons modifier le partage d'écran pour pouvoir partager la vidéo et nous vous revenons ensuite. Combien doit le cœur d'une mère travailler pour soutenir un fœtus pendant une grossesse? La réponse est beaucoup. Qu'arrive-t-il si elle a une maladie de cœur? En fait, 4% de toutes les grossesses sont affectées par la maladie de cœur. C'est ce qu'on appelle les maladies cardiaques maternelles ou MCM. Que cela arrive à la naissance ou plus tard, ce pourcentage va continuer à augmenter, entre autres parce que maintenant, plus d'individus avec des troubles cardiaques arrivent à l'âge adulte et ont des enfants. Aussi, les femmes ont maintenant des enfants plus tard dans la vie, ce qui augmente le risque pour développer des maladies cardiaques. Mais pourquoi est-ce important? En fait, ces grossesses ont un taux plus élevé de fausses couches, accouchements prématurés et des bébés plus petits. Alors, pour ma thèse, j'étudie les mécanismes responsables pour ces complications dans les MCM. Premièrement, il est important de comprendre que le cœur et les vaisseaux sanguins doivent s'adapter énormément pendant la grossesse. Par exemple, la quantité de sang éjecté par le cœur doit augmenter de 40% et la résistance à cette circulation doit diminuer dans les artères. Cependant, dans les grossesses avec des maladies cardiaques avec des complications,
une diminution des volumes éjectés par le cœur a été observée. Cependant, les causes sont inconnues. De plus, dans les grossesses sans troubles cardiaques, ces mêmes complications ont été reliées au dysfonctionnement vasculaire. Aussi, une hausse dans le dysfonctionnement vasculaire a été observée chez les individus pas enceintes avec des maladies de cœur congénitales. Alors, notre hypothèse est qu'une combinaison de maladaptation cardiaque et de dysfonctionnement vasculaire est responsable pour les complications reliées au MCM. Et en fait, ces deux paramètres peuvent être évalués avec quelque chose qui s'appelle le couplage ventriculo-artériel ou CVA. Ceci est une mesure de performance cardiovasculaire et nous dit comment le ventricule gauche, qui est la chambre plus grande du cœur, et les artères travaillent ensemble. Le ventricule gauche va pomper du sang oxygéné provenant du cœur au reste du corps. Et les artères vont agir comme une charge qui oppose la circulation. Le CVA est essentiellement un ratio entre la charge artérielle et la performance du ventricule gauche. Et une plus grande valeur de CVA signifie que le cœur est moins efficace. Cette valeur peut être déterminée en étudiant les volumes du cœur avec des échographies cardiaques. Alors, présentement, nous recrutons des femmes enceintes avec et sans maladie de cœur. Avec les MCM, nous espérons voir un CVA plus élevé, une diminution dans la fonction cardiaque et une hausse dans le dysfonctionnement vasculaire comparé aux grossesses en maladie de cœur. Ces résultats nous donneront un aperçu des mécanismes possibles qui sont reliés aux complications dans les MCM pour potentiellement développer des stratégies pour mieux aider ces femmes et leurs familles. Donc, je veux remercier. J'imagine que vous m'entendez, qu'on est bien revenu à moi. Oui, je vois de beaux visages souriants. Merci à toutes les candidates à la maîtrise. Bonne chance. Pour connaître la gagnante de la catégorie prix maîtrise, je vous invite à rester avec nous jusqu'à la fin. Nous allons présenter maintenant les candidates au doctorat. Je rappelle que les 2 candidates doctorantes pourront participer à la finale nationale le 10 mai prochain au 90e congrès de l'ACFAS à Montréal. Et je souligne que l'ACFAS, cette année, célèbre son centenaire. Donc, ça risque d'être un congrès vraiment mémorable. Notre première candidate au doctorat est Charlotte Bourbon de l'Université de Calgary. Elle étudie donc à la faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Calgary sous la supervision de Jocelyne Poisson et de Marco Musiani. De passion pour la faune sauvage et l'écologie, son projet de recherche se concentre sur la conservation des populations sauvages de caribous de l'ouest du Canada. Sa thèse est soutenue par le gouvernement de la Colombie-Britannique dans le cadre du BC's Caribou Recovery Program. Le titre de son étude, « Études génomiques et métagénomiques pour la conservation des populations de caribous de l'ouest du Canada ». Charlotte, à toi la parole. 2023. Les ressources sont rares, les menaces s'intensifient, les temps sont rudes et incertains. Le but du jeu, survivre et se reproduire. Survivre pour soi et pour le maintien du groupe pour les futures générations. Alors vous pensez incarner un survivant du dernier jeu vidéo apocalyptique, mais il n'en est rien. C'est bien la réalité à laquelle font face environ 17 000 caribous aujourd'hui en Colombie-Britannique. Ces caribous, ils résident dans leur habitat de plus en plus hostile, entre autres dû à des changements climatiques et la dégradation de leur milieu. 17 000, c'est environ 30% de moins qu'il y a 40 ans. Ça fait beaucoup, enfin plus beaucoup. Certaines populations au sud de la province ont même complètement disparu. Pour d'autres, il ne reste que quelques individus qui persistent. Le caribou, c'est une espèce symbolique pour de nombreuses communautés canadiennes. Et pour l'écosystème de forêt et de montagne, c'est un personnage principal clé, qui porte des enjeux écologiques super importants. Du coup, des mesures de conservation ont été mises en place pour protéger leur habitat ou contrôler leurs prédateurs. Pour certaines populations, des suivis permettent même de dresser une fiche biologique avec l'âge, le sexe ou encore l'appartenance à une telle population. Mais on ne possède très peu, voire pas du tout de connaissances sur leur génome et leur microbiome, deux équipements déterminants pour leur écologie, leur survie et surtout leur conservation. Le génome, c'est l'ensemble du matériel génétique qui code des caractéristiques essentielles. Par exemple, tel groupe de gènes dans le génome du caribou va être responsable d'une forme de sabot adaptée,
spécifiques pour marcher dans la neige. Le microbiome, c'est ce pool d'organismes microscopiques, dont des bactéries qui vivent en symbiose avec l'hôte. Les bactéries de l'intestin vont par exemple aider le caribou à digérer et extraire de l'énergie de mousse, de lichen, de plantes. Débarquant dans une nouvelle map, pour un caribou qui est mal équipé, avec un génome pas adapté et un microbiome peu diversifié pour les besoins du milieu, eh ben, c'est pas gagné d'avance. Et s'il passe le niveau et se reproduit, ça risque d'être encore bien compliqué pour la génération suivante qui va hériter d'un cadeau empoisonné. L'objectif de mon projet de thèse, c'est donc d'identifier ce kit de survie de base. Quel individu possède quoi, dans quelle population et surtout à quoi ça lui sert. En détail, ma mission, c'est de décrire les compositions du génome et du microbiome. Je cherche donc à comprendre l'impact actuel et futur de ces variations entre individus sur leur survie et leur reproduction. Je vais donc pouvoir déterminer si le jeu est faisable. Et s'il ne l'est pas et que la quête semble au niveau impossible, guider les priorités de conservation pour les populations et individus en détresse. Parmi elles, orienter les transferts d'individus pour favoriser les flux génétiques et microbiens et donc sauver les futures générations. Dans la réalité, sauvegarder les caribous et réussir la mission survivre et se reproduire, c'est donc tout à fait possible, avec une bonne connaissance du personnage, de son équipement et une stratégie de conservation adaptée d'entrée de jeu. Merci à tous. Merci beaucoup, Charlotte. Passons maintenant à notre dernière candidate au doctorat, une Acadienne, Solène Mallet-Gauthier, qui est candidate en anthropologie à l'Université de l'Alberta sous la direction de Keisha Surprenant. Elle s'intéresse présentement à l'identité métisse à la fin du 19e siècle et à l'étude de restes alimentaires qui sont trouvés sur les sites métis hivernants. Ses intérêts de recherche incluent de manière plus générale les questions identitaires, l'alimentation, l'archéologie environnementale, les contextes coloniaux ainsi que l'archéologie de la période dite historique en Amérique. Le titre de son projet, l'identité métisse vue à travers les restes archéobotaniques et archéo-entomologiques à Chimney-Cooley, un site métis hivernant de la fin du 19e siècle. Solène, à toi la parole. Je ne sais pas si je suis la seule, mais à ce moment-ci, je n'entends pas Solène. Donc, on va devoir recommencer. Je crois que ton micro n'était pas activé. Donc, Solène, on va faire un petit test de son ensemble. OK, c'est parti. En fait, Solène, je suis vraiment désolée. On va devoir... Est-ce que tu peux me parler? Ton micro semble... Non, pourtant, tu n'es pas sur mute. Vous m'entendez? Oui! Voilà, c'est revenu. Bon, on va prendre une petite respiration. On a toutes sortes de recettes par chez nous. Celles du temps des fêtes, comme les recettes de biscuits de ma grand-mère, mais aussi les vieilles recettes traditionnelles de tous les jours, comme le fricot. Bien que chaque famille possède sa propre version, le fricot reste un plat populaire et typiquement associé à un groupe en particulier, dans ce cas-ci, les Acadiens. Ce lien entre qui nous sommes et ce que nous mangeons existe partout dans le monde. On retrouve plein d'exemples dans le passé et le présent où des aliments vont être associés à un genre, une catégorie d'âge, une classe sociale ou toute autre identité de groupe. Si je vous parle de pain baguette, vous pensez à quel pays? À quelle classe sociale associe-t-on le caviar? Autrement dit, comment les gens utilisent-ils la nourriture pour constituer et signaler leur identité? Dans mon projet de recherche, je me tourne vers l'Ouest canadien de la fin du 19e siècle pour comprendre comment l'identité métisse était exprimée par la collecte, la préparation et la consommation des aliments. Pour ce faire, je mène des fouilles archéologiques à Chimney-Cooley, un site situé dans le sud-ouest de Saskatchewan, où des familles métisses vivant de la chasse du bison ont passé l'hiver dans des cabanes en rondins entre 1872 et 1880. Plusieurs types de restes associés à la nourriture sont retrouvés à Chimney-Cooley. Des os d'animaux, des fragments de tasses de thé, des écailles de poisson, mais aussi les choses qui m'intéressent le plus,
des graines de plantes et d'insectes. Et les insectes. Je vous entends déjà. Les plantes, OK, mais des insectes? Ici, ils servent de preuve indirecte de la consommation d'aliments qui laissent autrement peu de traces, comme la farine ou le sucre. Ces tout petits restes sont difficilement visibles à l'œil nu. Il est donc nécessaire de collecter des échantillons de sédiments afin de les étudier. Dans mon cas, je m'intéresse aux sédiments provenant d'endroits où les gens auraient pu entreposer, échapper ou jeter de la nourriture dans 3 cabanes retrouvées sur le site. Mais comment lier des plantes et des bébites à un concept aussi abstrait que l'identité? Je suggère qu'on puisse le faire en considérant le travail des femmes et l'importance de la famille dans la définition de l'identité métisse. Je propose que les femmes métisses aient fait le lien entre l'alimentation et l'identité, en exprimant leur tradition et leur parenté dans la collecte, la préparation et la consommation des aliments. Elles étaient effectivement responsables de tâches quotidiennes liées à la nourriture et jouent un rôle central dans la constitution et le maintien des liens familiaux étendus qui caractérisent la société métisse. Comment choisissaient-elles leurs aliments? Pourquoi les préparaient-elles comme elles le faisaient? À cause du savoir familial, le produit des expériences de plusieurs générations de femmes qui leur étaient transmises par leurs aînés féminins. Plusieurs fois par jour, elles participaient à la création et la formation d'une identité métisse collective en exprimant et renforçant leur tradition familiale à la table à manger. S'intéresser à des vieux restes de plantes et d'insectes permet donc de lier le passé et le présent et d'étudier l'identité de tout un peuple à travers des histoires et les recettes familiales. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Solène, notre dernière participante aujourd'hui. Ben, bravo, félicitations à toutes les candidats.